3 entraîneurs différents en 3 mois, une gestion hasardeuse et un collectif fragilisé par le départ de cadres de l'équipe. Cette saison, l'OL va mal. Après ce qui fut le pire démarrage de son histoire en Ligue 1, les Gaunes réussissent à peine à redresser la pente et à se maintenir dans le ventre mou du championnat. Pourtant, ça n'a pas toujours été ainsi. Lyon a certes connu des bas, mais aussi des très hauts avec son incroyable apogée dans les années 2000. Le club de la Ville des Lumières mérite donc qu'on s'intéresse à son histoire et qu'on comprenne surtout sa baisse de régime actuelle dans cette nouvelle vidéo Évolution. C'est parti! Alors il faut savoir que les origines du club remontent à une véritable guerre entre le football et le rugby. En effet, en 1896, le Racing Club de Lyon est créé, une structure omnisport qui est aujourd'hui connue sous le nom du Loup et qui fait bien plus parler d'elle pour sa section rugby. Pourtant, alors que le football en est encore à ses débuts, surtout en France où il reste amateur, le Racing se dote d'une section dédiée au ballon rond seulement 3 ans après sa création. Cela permet au club d'être admis au championnat de France de l'USFCA, une sorte de Coupe de France avant l'heure, où ils affrontent pour la première fois l'Olympique de Marseille. Score final 2-2. Entre-temps, le football avance, se professionnalise avec l'arrivée de la FFF et Lyon avec. Les Gaunes obtiennent leur stade officiel à Gerland en 1926, arrivent en Ligue 1 en 1942 et obtiennent de plutôt bons résultats en temps de guerre. Mais le problème n'est pas là. Effectivement, à la fin du conflit, de fortes tensions éclatent entre la section rugby et la section football du Loup. Cette dernière ne se reconnaissant plus dans les décisions sportives et économiques de la maison mère. S'ensuit une guerre entre les deux branches qui se solde en 1950 par le départ de la section football, mais surtout la création de l'OL. Un jour ils nous ont dit, c'est fini, tous les gars qui veulent jouer à l'OL, rejoignent l'OL, puis on est parti à l'OL. Et ils ont monté un club de l'Olympique Lyonnais. Le Loup, quant à lui, est interdit de football pendant les 2 prochaines saisons. Entre Rhône et Saône, on croyait fermement au succès de l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais est maintenant un club de foot à part entière et fait une entrée tonitruante en Ligue 2, battant le Cercle Athlétique de Paris 3-0. Les bonnes performances s'enchaînent et Lyon arrache le titre de champion de France à Monaco en fin de saison. Malheureusement, à peine arrivé en Ligue 1 la saison suivante, le club redescend aussitôt en se classant avant-dernier du championnat de 1951 à 52. Mais les Lyonnais s'accrochent et reviennent au sommet en 1954 et ne quitteront plus pendant très longtemps la Ligue des Talents. Et c'est ainsi que commence le premier âge d'or de l'OL dans les années 50 à 60. Porté par le petit prince de Gerland, Fleury Dinalo, meilleur buteur de l'Olympique Lyonnais du haut de ses 222 buts, les Gaunes remportent leur première Coupe de France en 1964. Le jeune Dinalo va marquer le 3e but lyonnais, consommant la défaite de Sochaux. La coupe, pendant 1 an, restera sur les bords du Rhône. Et font leur début dans les compétitions européennes, avec notamment un parcours mémorable en Coupe des Coupes où ils sont finalement défaits par le Sporting Lisbonne en demi. Exceptionnels qui vont fabriquer cette exceptionnelle rencontre entre les voisins lyonnais et stéphanois. Mais malheureusement, cette bonne période pour le club est de courte durée et l'Olympique Lyonnais retombe en milieu de classement à la fin de la décennie. Et malgré une 2e Coupe de France remportée en 1967 et un collectif solide, Bernard Lacombe, Raymond Domenech ou encore Serge Chiesa, Lyon ne parvient pas à se hisser au sommet du championnat. Côté financier, c'est encore pire avec l'arrivée de contrats qui obligent les clubs à être propriétaires de leurs joueurs en leur versant un salaire mensuel. Lyon est donc contraint de vendre ses grands joueurs devenus tout simplement trop coûteux. Résultat, le club subit une dégringolade complète en Ligue 1 au profit de son grand rival, Saint-Étienne. Les Verts de Robert Herbin enchaînent en effet les titres nationaux et punissent l'OL comme durant ce derby de 1970, remporté 7-1. Si bien qu'en 1983, l'OL passe en Ligue 2 et y restera pendant 6 longues années. Le club est alors au plus bas de son histoire, mais un homme va tout changer. Si nous ambitionnons à 2 ou 3 ans d'avoir une équipe qui joue les premiers rôles pour pouvoir parvenir au niveau européen, les budgets sont sensiblement supérieurs. 1er mars 1987, nous sommes après la rencontre entre l'OM et le Stade Rennais. Bernard Tapie, alors président de Marseille, est interrogé sur l'avenir de Lyon, le club étant bloqué en 2e division depuis plusieurs années maintenant. Il répond qu'il connaît un jeune industriel de 38 ans qui ferait un parfait président pour l'OL. Cet homme, c'est Jean-Michel Aulas, directeur d'une compagnie de logiciels de gestion, qui arrive effectivement au club en juin 1987 avec la ferme intention de jouer l'Europe dans 3 ans. Une première hypothèse d'accession à la première division dès cette année, mais aussi l'hypothèse où cette accession serait reportée l'année suivante. Alors le moins qu'on puisse dire c'est qu'il a une certaine audace, mais le pire c'est que ça marche.
Grâce à la nomination de Raymond Domenech au poste d'entraîneur et à un développement économique en diversifiant les sources de revenus du club, l'OL repasse en D1 en 1989 et, seulement 2 ans plus tard, la qualification européenne est acquise. Le pari est réussi et Lyon s'apprête alors à dominer le championnat d'une main de maître. Coup franc de Juninho et but. Et l'ouverture du score pour Lyon, la machine à coup franc relancée, Juninho qui marque. À l'aube du XXIe siècle, l'OL est plus fort que jamais. En effet, l'investissement à hauteur de 100 millions de francs du groupe Pathé permet l'arrivée du maestro brésilien Sonny Anderson. Le club, aidé par sa nouvelle pépite, commence alors un règne sans partage sur le championnat français, en remportant la Coupe de la Ligue face à l'AS Monaco durant la saison 2000-2001. Mais ce n'est rien comparé à l'exercice suivant qui voit, avec l'arrivée notable de la légende Juninho, l'Olympique lyonnais se déjouer des Lensois et devenir champion de France pour la première fois de son histoire. Et c'est fini, l'Olympique lyonnais s'impose 3-1 et devient pour la première fois de son histoire champion de France de football. Mais ce n'est certainement pas la dernière car les Gones enchaînent non pas 3, non pas 5, mais bien 7 titres de champion de France consécutifs, un record absolu et invaincu. L'OL roule sur la Ligue 1 mais Jean-Michel Aulas voit plus loin. Il souhaite soulever le Graal, la coupe aux grandes oreilles, la Ligue des Champions. On peut dire que ce n'est pas chose facile cependant. Ce n'est qu'à partir de la saison 2003-2004 que le club rhodanien se sort des phases de groupe et atteint même les quarts de finale, perdu face au Porto de José Mourinho. I am José Mourinho. Lyon se taille petit à petit une place en Europe où, lors de la saison suivante, ils sont à nouveau stoppés en quart de finale par un pénalty non sifflé sur Nilmar. Ça va être le pénalty pour Lyon. Eh bien non. Non, estime Monsieur Nielsen. Le scénario frustrant se répète lors de l'exercice 2005-2006, l'OL étant terrassé par l'AC Milan après s'être pourtant déjoué du Madrid des Galactiques. Les saisons suivantes, les Lyonnais sont de moins en moins incisifs dans l'arène des compétitions et disent progressivement adieu au rêve de sacre ultime. Mais les superbes coups francs de Juninho et la finition impeccable de Benzema nous font oublier ce point noir et apprécier l'apogée de l'OL. Stade des Lumières, Parc Olympique Lyonnais, appelez-le comme vous voulez. Il est superbe et c'est une très bonne nouvelle, ce stade, pour l'ensemble du football français. Malheureusement, cette période magique n'aura duré qu'une décennie. Ainsi, dès la saison 2008-2009, l'OL entame un déclin qui semble ininterrompu encore aujourd'hui. Jean-Michel Aulas ne parvient pas à insuffler une continuité positive en nommant Claude Puel à la place d'Alain Perrin, et les deux plus grandes stars du club s'en vont au mercato d'été. Ces départs permettent tout de même à la direction d'investir 70 millions et de se tailler un collectif respectable. Et bien que le leader bordelais s'impose en championnat, Lyon réalise la meilleure campagne de Ligue des Champions de son histoire en battant le Real de CR7 et en échouant aux portes de la finale face au Bayern. Ce soir, ils sortent le grand Real Madrid. Le Real Madrid et ses 250 millions d'euros de recrutement. Malgré ce coup d'éclat historique, le club ne parvient pas à passer les places d'honneur en Ligue 1 et est surtout fragilisé par le départ de cadres du terrain comme Hugo Lloris ou Chris. Jean-Michel Aulas, conscient de la situation du club, On a envie d'aller pleurer, c'est ce que je vais aller faire. décide de lancer un grand plan de modernisation avec la valorisation du centre de formation. Des joueurs enfants du club, comme les talentueux Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, voient le jour. Mais le plus gros projet de cette nouvelle ère est sans doute l'inauguration du nouveau stade en 2016, le Groupama Stadium. Ce vent de fraîcheur va permettre à l'OL de faire un très beau parcours en Ligue Europa, où ils éliminent tout de même la Roma avant de se faire sortir par l'Ajax en demi. De plus, le club rhodanien retrouve la LDC en 2019-2020 de la plus belle des manières, en sortant tout de même la Juventus et Manchester City. Allez, un coup à jouer pour Dembélé, il est pas hors jeu, Moussa Dembélé. Vas-y Moussa Dembélé. Vas-y Moussa Dembélé. Moussa Dembélé. Mais malgré ce coup d'éclat dans les compétitions européennes et le maintien dans le haut de la Ligue 1 grâce aux pépites du centre de formation, l'OL est en réalité en train de tomber toujours plus bas en interne et ce n'est pas prêt de s'améliorer. Juninho Garcia, nouvel exemple de la difficile relation directeur sportif-entraîneur qui sévit dans le football depuis des années. Malgré une épopée européenne tonitruante, seule lueur d'espoir dans un club qui s'effrite de l'intérieur, l'OL tombe à la 7ème place d'un championnat qui s'arrête brusquement avec le Covid. La direction doit aussi subir les tensions entre l'entraîneur Rudy Garcia et le nouveau directeur sportif qui n'est autre que Juninho. Et après une saison plus que moyenne où le plan de jeu offensif de Garcia ne fonctionne pas, les deux hommes vont se livrer à une véritable bataille médiatique à l'été 2021 qui se soldera par le départ de l'entraîneur des Gones.
plein d'envie, mais parfois son envie le fait un peu déborder de son cadre et venir un peu marcher sur les plates-bandes du coach. Mais ce n'est pas fini. Le club descend encore plus bas en 2021-2022 avec un mercato catastrophique et le départ du directeur sportif brésilien qui donne lieu à la pire saison de l'OL depuis 1997. Et même si le retour de figure majeure du Lyon des années 2010 et le rachat du groupe par l'américain John Textor semblent annoncer le renouveau du club, il n'en est rien. De fait, après le départ de Jean-Michel Aulas et une 7ème place en Ligue 1 en 2023, nous en arrivons à la saison qui a fait couler beaucoup d'encre, la saison actuelle tout simplement. Alors, comment dire ? Dès le début, l'entraîneur Laurent Blanc est limogé. Fabio Grosso lui succède mais ne parvient pas à faire remonter un Olympique Lyonnais au plus bas. 2 nuls, 4 défaites et une humiliante dernière place. Ce dernier est d'ailleurs écarté à son tour après un lynchage par des ultras marseillais. Actuellement, c'est Pierre Sage aux commandes avec des résultats un peu plus convaincants. Mais en tout cas, cette saison nous montre bien les problèmes actuels de l'OL. Pas de projet sportif clair, une valse des entraîneurs, un manque de confiance qui en résulte dans l'équipe et un président qui semble détaché du club qu'il a racheté. Pour finir, malgré ces problèmes récents, l'Olympique Lyonnais reste un club à l'histoire riche et extrêmement intéressante, surtout dans les années 2000. Et pour ce qui est du déclin de l'OL, eh bien les performances récentes nous redonnent de l'espoir en l'Égone et espérons que cette tendance reste avec la Coupe de France. En tout cas, c'était super enrichissant de se replonger dans l'univers du club de ma ville et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo le mois suivant. C'était Monsieur Nexus.